Vous allez l'entendre. Effectivement, un débat avec Christophe Sirugue du PS et Sandrine Moy de la CGT, Jean-Baptiste Lemoyne, UMP, Benoît Villot de la CGPME. Un mot justement, Benoît Villot, je vous demanderai à tous d'être brefs parce que ça va passer très vite la deuxième partie. Sur cette représentation, parce qu'on a évoqué, mais très rapidement, donc des 4,5 millions de salariés des TPE, des très petites entreprises, pourquoi la CGPME est-elle contre? François Rebsamen dit qu'il n'y a pas de raison que les salariés des toutes petites entreprises ne soient pas représentés. Pourquoi? Parce que pour nous, le dialogue social existe déjà naturellement. Il n'y a pas besoin de créer une instance régionale pour qu'aujourd'hui on rajoute une contrainte de plus, parce que c'en est une, même si elle est régionale. Nous, on était sur une position qui était de ne pas instaurer du tout de représentativité dans les moins de 11, puisque pour nous, elle ne se justifie pas aujourd'hui dans ces petites entreprises. On a d'autres soucis à régler dans les petites entreprises que de leur ajouter cette contrainte. Une contrainte? Non, ce n'est pas une contrainte. Je pense qu'il y ait un dialogue dans l'entreprise, dans les TPE, personne ne le conteste. Mais avoir un dialogue, ce n'est pas la même chose que d'avoir des représentants des salariés qui peuvent porter des problématiques spécifiques, et elles existent aussi dans les TPE. Et il n'y a aucune raison que les 4,6 millions de salariés qui sont dans les TPE n'aient pas d'organisation représentative pour cela. Donc nous mettons en place ces commissions régionales, 10 salariés pour une grande région Bourgogne-Franche-Comté. On va peut-être arriver à trouver 10 salariés, et je ne suis pas sûr que ça déstructure l'organisation des TPE dans ce pays. Donc à un moment, 10 salariés, 10 représentants des chefs d'entreprise qui permettront d'évoquer là aussi les points essentiels pour faire avancer à la fois le monde de l'entreprise, à la fois le droit des salariés. Je ne crois pas que ce qui me semble être une vraie avancée, pourquoi 4,6 millions de salariés n'étaient pas couverts, ce qui est une vraie avancée, puisse être considéré comme une remise en cause du dialogue qui, par ailleurs, peut tout à fait se poursuivre à l'intérieur de la TPE, bien évidemment. Un petit mot? Bien évidemment, oui, je suis tout à fait d'accord, et il est assez extraordinaire que l'ensemble des salariés n'aient pas les mêmes droits selon la taille de l'entreprise, comme si des citoyens n'auraient pas les mêmes droits selon la région dans laquelle ils habitent. C'est assez incroyable. Et sur le fait que le dialogue social, bien évidemment, dans les TPE, le dialogue social doit exister, mais il n'est pas uniforme. Pour preuve, les conseillers du salarié, qui eux assistent les salariés qui sont dans les entreprises où il n'y a pas de représentants du personnel. Venez à la Bourse du Travail sur ces salariés qui sont obligés d'avoir recours aux conseillers du salarié parce que pas de feuille de paye, pas d'heures supplémentaires de payer. Quel recours ils ont pour le moment? Eh bien, je pense que c'est le temps pour eux d'avoir des représentants du personnel. Jean-Baptiste Lemoyne? Mais je crois qu'en fait, au-delà du dispositif qui est dans le projet de loi, et dont je vois effectivement qu'il est circonscrit à ce stade, je crois que la crainte, c'est qu'à terme, on sait qu'un législateur succède à l'autre, qu'il y a des effets de cliquet. À terme, les pouvoirs de ces commissions changent de nature. D'ailleurs, la CFDT l'a dit dans le communiqué de M. Berger en disant « Nous souhaitons que ces commissions aient des pouvoirs de médiation ». Dès lors qu'on met le doigt là-dedans, la médiation, ça veut dire que, il va y avoir une ingérence peut-être à terme entre, les dirigeants de l'entreprise, les salariés, etc. Donc, les craintes, elles sont là, voilà. Et je pense que, à force, effectivement, de créer un environnement qui décourage un petit peu ceux qui ont envie de créer, on crée du coup une différence, non pas entre salariés, mais entre ceux qui ont un job et ceux qui n'en ont pas. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché du travail qui est considérablement fragmenté. Entre d'un côté des gens qui ont un emploi souvent plutôt en CDI et des gens qui enchaînent les CDD, qui enchaînent les intérims, etc. et qui n'arrivent pas à stabiliser leur situation justement parce que, il y a des gens qui n'osent pas leur proposer des situations plus pérennes compte tenu de toutes les contraintes que ça malheureusement génère. Donc c'est là où justement notre modèle, il faut peut-être l'adapter dans un souci d'être beaucoup plus inclusif et éviter ces personnes qui malheureusement sont en dehors du marché du travail. Alors, voilà. Rapidement, madame, parce qu'on a beaucoup parlé en première partie. J'ai entendu un mot, mais c'est symptomatique. Ingérence, comme si les représentants du personnel, comme si ceux qui sont élus pour... Oui, parce qu'il est extérieur à l'entreprise, madame. Peut-être, mais donc, on pourrait faire autrement. Mais ils auraient la capacité de pouvoir informer, aider, consulter, proposer avec les salariés
comme ça se fait dans d'autres entreprises, pouvoir proposer des stratégies également. Pourquoi n'y aurait-il pas droit? Pourquoi le représentant du salarié dans la petite entreprise en ferait des propositions contraires à la pérennité de l'entreprise? Ce n'est pas le cas. Il veut effectivement que l'entreprise perdure avec les salariés dedans, avec tous les droits. Ok, on a bien compris les arguments des uns et des autres. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'une personne qui est externe à l'entreprise, forcément, elle vit pas la réalité de l'entreprise. Et donc, c'est là où il y a des craintes. Voilà. On a bien compris les arguments des uns et des autres. Le compte personnel d'activité, il est prévu aussi par ce texte. François Hollande a dit dimanche que ce serait la grande réforme sociale du quinquennat. En gros, alors ce serait un compte à vie, si j'ai bien compris, regroupant pénibilité, la formation, le compte épargne-temps, les droits au chômage rechargeable, la mutuelle, enfin bref. Quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, chaque actif a des droits individuels qu'il acquiert au cours de son parcours professionnel. La question de savoir comment ces droits acquis, d'abord, sont portables d'une entreprise à une autre. Parce qu'on sait malheureusement qu'on ne travaille plus toute sa vie professionnelle dans la même entreprise. Donc cette portabilité des droits est un élément indispensable sur lequel il faut dialoguer. Et le deuxième élément, c'est la fongibilité des droits. Il y a des droits acquis à la formation au titre, par exemple, de divers comptes. Il faut qu'on puisse imaginer comment ces droits sont fongibles selon le moment où le salarié peut en avoir besoin, bien évidemment, en respectant l'entreprise qui, derrière, doit s'assurer que ces temps de formation sont compatibles avec le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce compte individuel d'activité, il regroupe tous ces éléments-là. Il va être mis en place dans le cadre de ce projet de loi. Son fonctionnement, les modalités sont renvoyées, là encore, aux partenaires sociaux qui, avant le mois de décembre, devront essayer de voir comment tout cela peut fonctionner. Ça me paraît, là aussi, une avancée importante. Pour une nouvelle loi en 2016, une application en 2017, vous êtes prêt à discuter de ça, par exemple, à la CGP? Oui, alors on est prêt à discuter en dehors du compte pénibilité, sur lequel, qui est applicable déjà aujourd'hui, donc il n'y a plus de débat. Alors ça, c'est un autre sujet. Oui, mais qui fait partie de ce grand schéma. Christophe Sirugue travaille là-dessus aussi, d'ailleurs. Il n'y a plus grand-chose à travailler aujourd'hui. Vous savez, les 4 points sont applicables et les 6 l'année prochaine. Donc voilà, c'est encore simplification, ça s'appelait, je crois, le projet de loi. Simplification pour l'entrepreneur. C'est à mourir de rire. Mais bon, c'est à mourir de rire. Mais sur le compte pénibilité, mais je mets quand même une petite aparté. Les dialogues que je peux avoir, y compris avec votre organisation au niveau national, me laissent à penser qu'il y a matière à préserver les principes de ce compte individuel pénibilité et en même temps à simplifier véritablement. Rendez-vous fin juin, puisque je rendrai mes travaux fin juin. On parle du compte personnel d'activité. Le compte personnel, oui, on va travailler, puisque c'est quelque chose qui va dans la simplification, qui va dans le bon sens, parce que, je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des mauvaises choses, qui va dans le bon sens et qui va nous permettre d'avoir peut-être quelque chose d'unique pour suivre notre salarié, son livret finalement, son livret unique de vie dans l'entreprise. Pas de santé, mais parce qu'il regroupe beaucoup de points. Je ne reparlerai pas de la pénibilité, c'est promis. Sandrine Mouret. Il y a une proposition de la CGT l'on travaille depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle, nous, le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire que le constat, comme vous l'avez dit, le salarié change souvent d'entreprise, mais à chaque fois qu'il change d'entreprise, il perd tous ses droits, y compris le salaire, il repart à zéro. Donc son expérience, sa qualification n'est pas reconnue. Donc pour nous, c'est une proposition qui est d'une bonne entame, qui va dans le bon sens. Elle est bien évidemment pas suffisante. Nous, on veut effectivement un ensemble de droits, y compris le salaire, la reconnaissance des qualifications, que le salarié garde et qu'il garde quand il change d'entreprise et qui est opposable également à l'employeur. Des garanties individuelles et collectives en changement d'entreprise. Ça, c'est important pour que le salarié ait une réelle progression tout au long de sa carrière de salaire et de reconnaissance de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Jean-Baptiste Lemoyne, c'est quelque chose qui vous sied? Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée d'avoir, finalement, on parle souvent de guichet unique, de simplification, d'avoir, un même vecteur pour réunir des droits. Ça se regarde, bien sûr. Maintenant, dans le détail, il y a quoi? Il y a justement tout ce qui est lié au compte formation également, qui est dedans. Il y a la pénibilité, ça collectionne tout ça. Mais quand on prend dans le détail, un par un, sur la formation professionnelle, cette loi qui aussi était vantée comme étant la grande loi, le grand accord, etc., pardon, mais aujourd'hui, les entreprises de formation, et puis toute la filière de formation, tirent la sonnette d'alarme en disant il y en a 1 sur 23 millions qui a pu bénéficier pour l'instant du CPF. Alors, le système est quand même embolisé, la réforme a été mal conçue, et donc c'est un vrai sujet. Et puis, le gros problème aussi, quand on parle de formation, c'est que les TPE, les PME, aujourd'hui, vont avoir des formations obligatoires de sécurité, etc., maintenant ne sont plus éligibles à la formation professionnelle. Donc elles vont devoir payer. C'est un coût supplémentaire. Donc on voit bien que mon problème avec tout ça, c'est qu'il y a des grandes annonces, on crie formation professionnelle, compte pénibilité, etc. Donc, ok, c'est bien à entendre. Mais dans la vraie vie, sur le terrain,
eh bien, souvent, il y a loin de la coupe aux lèvres et on se retrouve dans des situations d'urgence, parce qu'on a des entreprises qui ne savent pas financer le retrait de l'État en matière justement de formation obligatoire, ou par exemple sur le compte pénibilité, clairement, c'est financé par une cotisation supplémentaire. Donc moi ce que je veux dire c'est que très bien pour les grands concepts, mais attelons-nous aussi à regarder sur le terrain ce que ça donne. Et là je crois que malheureusement il y a des messages un peu de détresse qui sont D'ailleurs, les envoyés. contours et modalités sont encore flous. Il y a dans le texte un élément important sur l'AFPA. Et je dis à mon collègue de l'association de formation professionnelle, je dis à mon collègue de l'UMP que à un moment, il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Quand on sait comment le gouvernement que vous avez soutenu a mis à mal l'AFPA, qu'il l'a mis dans une situation intenable, notamment par des restrictions budgétaires considérables. Aujourd'hui, il faut réhabiliter l'AFPA, l'installer dans le service public de l'emploi comme étant un vrai interlocuteur, repréciser ses missions, c'est ce qui va être fait d'ailleurs dans le cadre de ce projet de loi. Et je pense que parler de la formation professionnelle, c'est aussi reconnaître qu'il y a des acteurs importants. C'est aussi faire le point sur les dispositifs. C'est aussi faire le point sur les dispositifs qui ne marchent pas. Et c'est le cas du contrat Nouvelle Chance qui est aussi dans ce texte-là, c'est-à-dire qui va permettre de prolonger le contrat de professionnalisation pour les chômeurs de longue durée. Donc je pense qu'il y a dans ce texte des éléments qui, là aussi, sur la formation professionnelle, vont permettre de corriger des erreurs qui ont été faites, et pas que celles d'un dispositif que vous avez évoqué, mais aussi les sacrifices qui ont été faits sur l'AFPA pour permettre d'accompagner des demandeurs d'emploi ou des salariés qui ont besoin de cette formation. Sandrine, moi je vous donne la parole. Je vais revenir quand même, je vais revenir sur la situation précédente, sur un exemple qui interpelle parmi d'autres, sur la baisse. Il nous reste 2 minutes. Sur la baisse, sur les négociations égalité femmes-hommes. Je pense que c'était un grand projet du gouvernement. On voit que sur l'égalité salariale n'est toujours pas là. Pour autant, il y a une négociation annuelle obligatoire sur l'égalité femmes-hommes. Elle disparaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les chefs d'entreprise devaient proposer un rapport de situation comparée, c'est-à-dire une analyse statistique, justement qui permettait une négociation sur le rattrapage des pertes de salaire des femmes par rapport aux hommes. Et elle disparaît. Pourquoi ? Est-ce que cela va dans le bon sens ? Là, on va y perdre, notamment parce que ça concerne la moitié de la population. Et on sait quand on augmente les salaires des femmes, ça augmente les salaires de l'ensemble de la population. Vous me permettez de c'est inexact tout simplement parce que c'est écrit dans la loi, entre parenthèses, dans les attributions du 3e élément de négociation sur les conditions de travail, égalité professionnelle, homme-femme, c'est inscrit dedans. C'est un fourre-tout, cette 3e négociation. Vous ne pouvez pas... Alors, naturellement, le texte va pouvoir... c'est un fourre-tout, Christophe c'est inscrit. Le texte va pouvoir évoluer à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Nous espérons bien pouvoir faire évoluer, nous aussi, à l'Assemblée nationale, à travers les députés. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question avec celle de Bruno. Les syndicats vont-ils organiser une action contre cette loi ou est-ce qu'au contraire, vous allez pousser une action? On va déjà interpeller les députés dans l'ensemble des départements sur ce qui touche effectivement ce projet de loi, et là on voudrait le faire évoluer, bien évidemment. Une action, on ne sait pas, mais déjà interpeller les députés pour qu'ils connaissent vraiment les propositions, et sénateurs bien évidemment, excusez-moi, vraiment les propositions des organisations syndicales, et les dangers, et faire connaître les propositions de la CGT qui n'ont pas été reprises pour partie dans le projet de loi. Conclusion, Benoît Villot. Vous attendez, vous avez l'air dubitatif. Oui, je suis dubitatif parce que effectivement, nous, le principal point sur lequel on voudrait s'exprimer, au-delà du guichet unique, du compte de la fiche, et ça va dans le bon sens. Donc, on ne va pas faire de la polémique pour créer de la polémique inutile. C'est quelque chose auquel on participera dans les travaux de négociation avec les syndicats de salariés. La seule chose dont on voulait parler vraiment très fortement, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est la pénibilité. Ah, ça, on y reviendra. Et la pénibilité, elle fait partie on y reviendra. de ce... En tout cas, ce projet de loi va passer à l'Assemblée nationale dès la fin mai. Oui. Ensuite, ce sera chez vous au Sénat pour un vote en 2e lecture en juillet. Pour l'instant, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur Internet. La semaine prochaine, il sera question d'immigration, en raison bien sûr des drames que vivent les immigrés en Méditerranée. Pour l'heure, le 12-13 se poursuit avec le développement de l'actualité nationale. À bientôt.